20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bienvenue à toutes et à tous dans 20h l'invité. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous politique de la semaine. Notre invité ce soir est Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes aussi porte-parole du Parti communiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme, ce soir, on en parle de plus en plus. L'allègement des restrictions sanitaires et le déconfinement qui pourrait commencer à la mi-mai avec la réouverture notamment des terrasses. Alors oui, mais dans quelles conditions alors que l'épidémie est toujours là? On va voir ça avec vous Yann Brossat avant de faire le point sur l'avancée de la vaccination en France. Hier, des hommages ont été rendus à Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police tuée vendredi dans l'attentat terroriste de Rambouillet. Une attaque qui remet au centre la question de la sécurité et l'immigration. On verra ce que vous attendez, notamment Yann Brossat, sur les mesures présentées demain pour renforcer la loi antiterroriste. Et puis on revient aussi dans 20h l'invité sur l'union de la gauche pour la présidentielle 2022. Le Parti communiste ne semble pas en faire partie. Fabien Roussel a été investi candidat à l'élection. On s'arrêtera aussi sur l'affaire Sarah Halimi et sur les logements sociaux à Paris. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous laisser vos commentaires ou vos questions sur les réseaux sociaux. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou un message sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Yann Brossat. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Yann Brossat, pour commencer cette émission, la rédaction politique de Fréquence ESJ a choisi un mot qui résume une des actualités fortes de ce mardi 27 avril. C'est le mot du jour et ce mot, c'est ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de la jeunesse qui en a assez des restrictions sanitaires. On l'a vu avec la fête au but de Chaumont dimanche qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, la justice a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et participation à un rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. Yann Brossat, est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des jeunes aujourd'hui ? Je comprends à la fois le ras-le-bol des jeunes et le fait que la justice ouvre une enquête. Parce que quand on enfreint les règles, on s'expose au fait que la justice finisse par vous rattraper. Non, mais qu'après, il y ait un ras-le-bol parmi les jeunes, pas que parmi les jeunes. J'ai 40 ans et moi aussi, j'en ai marre. J'aimerais profiter de la vie un peu plus librement. Non, mais bien sûr, les jeunes souffrent particulièrement dans cette période. Pas seulement parce qu'ils ne sont pas libres, mais aussi parce qu'ils sont particulièrement exposés à la précarité, à la difficulté d'accès à l'emploi depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et donc, je comprends évidemment la souffrance des jeunes. Dans le même temps, les images qu'on a vues au but de Chaumont ne sont pas acceptables. Vous condamnez ces rassemblements ? Il ne s'agit pas de condamner, je ne suis pas là pour prononcer des fatwas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où les soignants font tant d'efforts pour éradiquer l'épidémie, on ne peut pas accepter qu'on ait des rassemblements comme cela. Moi, j'ai évidemment hâte qu'on puisse en sortir collectivement. Est-ce qu'il faut durcir pour vous les amendes justement contre ce genre de rassemblement ? Non, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je pense que globalement, il y a bien sûr les images qu'on a vues au but de Chaumont, mais globalement, les gens, et notamment les jeunes, sont extrêmement responsables. Et c'est quand même, je pense, ce qu'il faut retenir depuis 1 an, c'est la grande responsabilité de la grande majorité des Français qui font des efforts considérables, qui acceptent de prendre sur eux. Et donc je respecte ça, et j'ai pas envie de jouer les pères fouettards en expliquant tous les matins qu'il faut durcir les règles. Merci Yann Brossat. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans quelques minutes, on s'intéresse à la situation sanitaire en France et à la levée progressive des restrictions. Les élèves en élémentaire sont ainsi de retour en présentiel depuis hier. Avant ça, on s'intéresse à vous, Yann Brossat, pour toutes les personnes qui sont avec nous et qui vous découvrent en ce moment. Vous vous êtes engagé très rapidement à gauche, vous avez fait carrière au sein du Parti communiste français et malgré un manque de succès aux élections nationales, votre ancrage à Paris vous a permis d'accéder à la mairie de la capitale. Et on retrace donc votre parcours tout de suite avec Axel Rebaud. Bonsoir Axel. Bonsoir Manon Blangis. Yann Brossat, bonsoir. Vous avez 17 ans en 1997 lorsque vous adhérez au Parti communiste. À cette époque, le parti n'avait fait que 8% aux précédentes élections présidentielles. C'était derrière Robert Hue en 95. Déjà à l'époque, vous aviez l'ambition ou au moins l'envie de redresser le parti ? J'avais pas une prétention aussi forte. Simplement, le Parti communiste défendait des idées avec lesquelles j'étais d'accord. Des idées de partage, de solidarité, de justice. Des valeurs qui m'animent aujourd'hui également. Et puis, le Parti communiste
à l'époque, participaient aussi au gouvernement. Il y avait un certain nombre de ministres communistes qui, à l'époque, ont fait des choses importantes. C'est par exemple Jean-Claude Guesseau qui, à l'époque, a créé la loi qui fait qu'il doit y avoir 25% de logements sociaux dans chaque commune. C'est aujourd'hui la loi que j'applique en tant qu'adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Donc vous voyez, j'ai un peu de suite dans les idées. En 2007, d'ailleurs, vous publiez un livre, L'Expion et l'enfant, un ouvrage sur votre grand-père israélien et qui a fait 20 ans de prison pour avoir transmis des informations secrètes à l'URSS. Vous expliquez dans le livre que vous alliez régulièrement lui rendre visite. Est-ce que c'est à lui que vous devez cet attachement aujourd'hui à cette cause communiste ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire m'a profondément marqué. Et que les épreuves que j'ai traversées à l'époque, quand on a 3 ans, 4 ans, aller visiter un grand-père en prison, ça vous marque évidemment. C'est surtout sur cet aspect-là que j'ai été marqué, sans doute davantage que par l'idéologie qui animait mon grand-père et qui avait une conception du communisme qui n'est pas tout à fait la même que moi aujourd'hui. Alors, justement, quelle est-elle aujourd'hui, cette conception du communisme ? Est-ce que c'est votre vision qui est différente ou c'est le communisme en France qui a changé, qui a dû se muer pour évoluer en France ? D'abord, moi, je suis un communiste français. Et les communistes français se sont toujours battus pour les conquêtes sociales dans notre pays. Les grandes conquêtes sociales de notre pays, ce sont pour une bonne part... Aujourd'hui, vous vous battez pour quoi, Yann Brossa ? C'est quoi le grand combat aujourd'hui du communisme ? Le partage des richesses, parce que je n'accepte pas l'idée qu'on puisse vivre dans un pays aussi riche que le nôtre, 5e puissance économique du monde, dans lequel on a 10 millions de pauvres. Et c'est ça qui m'anime, au fond. C'est l'idée que chacun doit pouvoir vivre dignement. C'est ce qui me frappe à chaque fois que je tiens ma permanence d'élu. Le nombre de gens qui vivent dans des conditions impossibles. Vous savez, un jour, une femme m'a dit à ma permanence, « Monsieur Brossa, comprenez bien que je n'ai pas de vie de rechange. » Quand on vous dit ça, et quand cette femme vous raconte sa vie, vous vous dites que ça vaut le coup de se battre pour changer la vie. Alors Yann Brossa, il y a quelque chose qui interpelle, c'est vous avez fait des longues études avant d'engager directement une carrière en politique. Vous avez fait notamment les classes préparatoires littéraires à Henri IV, puis l'école normale supérieure de Lyon, des études longues. Est-ce que votre profil, finalement, il n'est pas très éloigné de certains politiques classiques et carriéristes ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu éloigné de l'électorat communiste français ? D'abord, toutes les études que j'ai faites, je les ai faites dans l'école publique. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'école privée. Et donc, tout ce que j'ai fait, je le dois à mes enseignants de l'école publique et sans doute un peu à mes parents qui m'ont transmis un certain nombre de choses. Enfin, moi, je n'ai pas fait... Vous considérez je n'ai pas fréquenté l'école privée. Je dois tout à l'école publique. Et si j'ai fait, effectivement, Normal Sup, c'est grâce à ça. C'est grâce à mes enseignants auxquels je suis totalement redevable. Pour le reste... au Parti communiste, il y a toujours eu une grande diversité de population. Il y a eu à la fois des intellectuels, des ouvriers, et c'est ça la force du Parti communiste, c'est de réunir autour de mêmes valeurs. Donc vous dites aujourd'hui, vous représentez quand même l'électorat communiste, vous le dites ? Non, aujourd'hui, je contribue à faire en sorte que le Parti communiste se développe. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'être soi-même pauvre pour défendre la justice sociale. Moi, je viens d'un milieu qui est un milieu de la classe moyenne. Mes parents étaient enseignants. Ça ne m'empêche pas d'être révolté par des situations d'injustice sociale. Heureusement qu'on n'est pas assigné à son identité de départ. Et je vais même vous dire... Votre salaire, par exemple, ça peut être une critique que vous recevez de temps en temps ? Non, parce que... En tant qu'adjoint au maire, c'est public, vous recevez chaque mois 5 600 bruts par mois. Sauf que je ne gagne pas 5 600 € par mois, puisque je remets la différence entre ce que je touche comme élu et ce que je touchais avant comme enseignant, je le remets à mon parti politique. Parce qu'au Parti communiste, il y a un principe fondamental qui est qu'on ne s'enrichit pas à travers l'exercice d'un mandat. Donc je gagnais 2700 € net par mois quand j'étais enseignant. Et donc aujourd'hui, je remets la différence entre mon indemnité et ce salaire précédent à mon parti parce que nous considérons que l'exercice d'un mandat ne doit pas être un moyen de s'enrichir. Et je pense que tous les partis politiques gagneraient à faire de même parce que ça éviterait d'être trop coupé des réalités. En parlant de mandat, il y en a un qui vous a échappé plusieurs fois, c'est le mandat de député. À 3 reprises, vous avez perdu les élections législatives. La première, c'était en 2007, puis en 2012 et 2017. Est-ce que c'est un de vos regrets de ne jamais avoir eu accès à l'hémicycle ? D'abord, je ne vis pas de regrets et je suis très heureux d'être élu en charge du logement à la mairie de Paris, ce qui est quand même
un poste de responsabilité formidable. C'est un budget de 500 millions d'euros chaque année, une équipe de 370 agents et donc des politiques publiques que je suis très fier de porter. Mais pourtant, chaque année, chaque mandat, tous les 5 ans, vous retentez l'expérience. Est-ce qu'en 2022, vous allez retenter l'élection Nous verrons bien et je prendrai la décision le moment venu, je ne l'exclus pas. Mais ça pourrait être une possibilité. Si je ne l'exclus pas, c'est que c'est une possibilité. Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus en tant que député que vous ne faites pas aujourd'hui à la mairie de Paris ? Je pourrais porter des changements législatifs. Le nombre de fois où comme adjoint en charge du logement, je me sens bridé parce que je me dis il faudrait changer la loi sur tel ou tel point, ça m'arrive tous les jours. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, pas que pendant que vous rasez. Aujourd'hui, dans ces cas-là, j'écris des courriers à la ministre du Logement. Qui répond une fois sur deux et qui en général ne donne pas suite. Je me dis qu'effectivement, si j'avais les manettes, je ferais mieux, bien sûr. Merci beaucoup Yann Brossa. Merci à vous. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Emmanuel Macron devrait s'exprimer au plus tard le 5 mai, donc dans une semaine. Objectif, annoncer le déroulement du déconfinement, réouverture des restaurants, magasins et lieux de culture, déplacement ou non du couvre-feu, territorialisation des mesures. Dans moins de 3 minutes, on verra avec vous Yann Brossa ce que vous attendez de ces annonces. Juste avant, c'est Weekend Vibe de Jubel sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h14 sur Fréquence ESJ, bienvenue dans 20h l'invité si vous nous avez rejoint à l'instant. On est ensemble pour un peu moins d'une heure maintenant avec vous, Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris et porte-parole du Parti communiste français. Des réouvertures par étapes, c'est ce que propose Emmanuel Macron pour déconfiner la France. Hier, les élèves de maternelle et de primaire sont retournés en présentiel à l'école. La mi-mai devrait ensuite être le point d'étape pour la réouverture des terrasses et de certains lieux de culture. Mais tous ne pourraient finalement pas rouvrir leurs portes, même en juin, Axel Rebaud. Yann Brossa, vous qui êtes professeur à la vie civile, vous saluez la décision d'Emmanuel Macron de renvoyer en priorité les enfants à l'école, donc en maternelle et en primaire ? Moi, je suis favorable à ce que l'école reparte. Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles l'école rouvre. Il y a 6 millions, je crois, d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école hier. C'est trop tôt ? Non, le problème, c'est pas que c'est trop tôt. Le problème, c'est que ça n'est pas accompagné par des mesures qui permettent que ça se passe correctement. Je pense à 2 sujets. D'abord, on nous avait dit qu'il y aurait 300 000 tests salivaires chaque semaine. Aujourd'hui, de l'aveu même du ministre de l'Éducation nationale, on n'y est pas. Donc il y a une promesse qui a été prise et qui n'a pas été tenue. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire ces tests-là. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? On doit mettre entre parenthèses la réouverture ? Qu'ils se débrouillent. Ils dirigent ce pays. Ils ont voulu diriger ce pays. Eh bien, qu'ils se débrouillent pour qu'on ait les tests salivaires qu'il faut. Pareil sur la vaccination. Le gouvernement a fait le choix de ne pas vacciner les enseignants. On ne vaccine que les enseignants de plus de 55 ans. Alors même qu'Emmanuel Macron avait dit qu'on les vaccinerait au cours du mois d'avril. On est bientôt au mois de mai, les enseignants ne sont pas vaccinés. Il y a d'autres on aura une partie spécialisée sur la vaccination, simplement. Mais vous nous dites, Yann Brossa, Emmanuel Macron a menti sur les vaccins des professeurs. Qu'Emmanuel Macron et que Jean-Michel Blanquer ont lamentablement abandonné les enseignants. Que les enseignants travaillent dans des conditions impossibles depuis des mois, qu'ils font tous les efforts qu'il faut pour que ça marche correctement. On leur a menti, puisque le ministre de l'Éducation nationale a expliqué pendant des mois que de toute façon, les écoles n'étaient pas des clusters. On s'aperçoit aujourd'hui que les écoles sont des clusters, que les enfants transmettent le virus, et donc on expose les enseignants dans des conditions absolument incroyables. Donc oui, les choses n'ont pas été faites correctement, et cette rentrée ne se fait pas dans des conditions respectueuses pour les enseignants. Et je reviens quand même sur la vaccination. Pour la vaccination, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des pays qui ont vacciné les enseignants, l'Italie, l'Espagne. Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas la France ? Vous dites donc qu'on est en retard au niveau européen. Je dis qu'on ne traite pas correctement les enseignants. Le 3 mai, Yann Brossa, ce sont les collégiens et les lycéens qui vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. Est-ce que eux, on est prêts alors ? Non, on est prêt pour personne. On est prêt pour personne. Donc il faut quoi alors ? Non, il faut créer les conditions qui permettent une rentrée convenable. Moi, je ne suis pas favorable à la fermeture des écoles. Vous nous dites quoi, Yann Brossa ? Que si on avait tous les tests possibles, on aurait les conditions nécessaires ? Je dis que leur boulot, c'est de se débrouiller pour qu'on ait les tests salivaires nécessaires. C'est leur travail. C'est uniquement les tests salivaires qui sont nécessaires à la réouverture des écoles ? Jean-Michel Blanquer n'est pas obligé d'être ministre de l'Éducation nationale. Il l'est. Donc son boulot, c'est de faire en sorte qu'on les ait. Et donc s'il ne les a pas, qu'il s'en aille. Donc les tests salivaires, c'est la seule, les tests salivaires c'est la seule chose qui est requise et la vaccination des enseignants.
les deux. Et la vaccination des enseignants. Qu'ils assument leurs responsabilités. C'est trop facile de créer des conditions impossibles et de dire « Ah bah dans ce cas-là, vous êtes pour qu'on ferme les écoles ». Non, moi je suis pour qu'on rouvre les écoles, mais pour qu'on le fasse dans des conditions qui sont correctes. Pour les étudiants, Yann Brossa, ils devraient eux revenir en présentiel normalement à la mi-mai à 50% des effectifs, donc il y aurait un roulement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt, un roulement entre les élèves ? On pourrait se poser cette question sur tous les sujets. Puisque à chaque fois le gouvernement nous a dit des choses de manière extrêmement péremptoire et ensuite a remis en cause sa doctrine initiale. Moi j'admets que le Covid engendre une situation compliquée, mais enfin un tel degré de tâtonnement, c'est vrai que ça peut interroger. Alors le gouvernement lui reste assez flou sur les prochaines réouvertures. Gabriel Attal parle lui de certaines terrasses et de certains lieux de culture qui pourront rouvrir normalement à la mi-mai. Qu'est-ce qu'il faut absolument rouvrir en premier, notamment à Paris, Yann Brossa ? Je pense notamment aux lieux de culture qui effectivement souffrent énormément. Je ne vois pas bien ce qui justifie que les musées soient fermés, par exemple. Et donc effectivement, si on pouvait donner un peu d'air au secteur culturel, ce serait incontestablement une bonne chose. Le secteur culturel, il y a également notamment les théâtres, les salles de cinéma. Est-ce qu'elles aussi, elles doivent faire partie de ces réouvertures ? Moi, je n'ai pas de jugement à émettre comme ça. Je ne suis pas médecin. Il y a évidemment besoin d'associer la communauté médicale à l'ensemble de ces sujets. Mais je pense effectivement que c'est un secteur qui a besoin d'être déconfiné parce qu'il souffre énormément et qu'une société qui est privée de culture est une société qui ne va pas bien. Donc si les conditions sont créées pour que ce soit possible, j'y serais favorable. Alors, il y a aussi donc les terrasses qui sont dans la ligne de mire du gouvernement pour une réouverture. Finalement, c'est peut-être un peu tôt pour Gabriel Attal. Comment est-ce qu'on définirait certaines terrasses qui pourront rouvrir selon vous, Yann Brossa ? Je ne le sais pas. Et ça n'est pas à moi de le faire. Pour le coup, c'est une responsabilité du gouvernement. Il y a sans doute des règles de distanciation sociale à trouver pour éviter que ces terrasses ne deviennent des clusters. Cela dit, toutes les dernières études dont on dispose montrent que les contaminations se font très peu en extérieur. Or, les terrasses, par définition, sont à l'extérieur. Donc, si effectivement on peut ouvrir les terrasses, ça fera du bien à beaucoup de monde. Pas seulement aux restaurateurs et aux cafetiers, mais aussi à beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir en profiter un peu. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est la priorité si vous devez choisir, notamment dans votre ville, Paris, dont vous êtes le maire adjoint, qu'est-ce qu'on doit ouvrir en priorité ? Quel secteur d'activité doit être privilégié aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, à la fois le secteur culturel, à la fois et sans doute les terrasses, oui, absolument. D'accord, donc en fait vous êtes plutôt d'accord avec la politique du gouvernement aujourd'hui ? Je serais d'accord avec la politique du gouvernement si ça s'accompagnait dans le même temps d'une politique de vaccination massive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Yann Brossa. Merci à vous. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Vous avez sûrement des questions que vous souhaitez poser à Yann Brossa. Eh bien, c'est possible. N'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux avec le hashtag FréquenceESJ sur Twitter ou par message sur notre page Facebook. Et on pose vos questions sur le sujet de votre choix en fin d'émission. Ce vaccin est à présent périmé. Je suis obligée de le jeter. Ce week-end, le coup de gueule d'un médecin généraliste contraint de jeter des doses d'AstraZeneca n'a fait que confirmer la défiance des Français envers ce vaccin. Son déploiement en masse, en complément des Pfizer et autres Moderna, reste pourtant indispensable dans la stratégie française. Dans le même temps, le gouvernement tente de bloquer la diffusion des variants plus contagieux et plus résistants, notamment face au vaccin. On fait le point sur la vaccination avec vous, Théo Grévin. Bonsoir. Bonsoir Manon, bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. Est-ce que vous en voulez, est-ce que vous condamnez le fait que des Français de 55 ans et plus refusent la vaccination par l'AstraZeneca ? Non mais je n'aime pas condamner les gens, donc je ne vais pas passer mon temps à expliquer que je condamne les gens qui font la fête au but de Chaumont, même s'ils ont tort de le faire. Est-ce que vous comprenez leur choix alors ? Je comprends leur choix, je ne l'approuve pas. Et je pense que il ferait mieux de se faire vacciner. Voilà, mais enfin, je suis pas là pour faire la morale aux gens. Donc, le risque de mourir de 4 thromboses avec l'AstraZeneca, 3 cas pour 1 million, risque de mourir du Covid, 100 pour 1 million, donc pour les personnes de plus de 55 ans. Il faut là, aujourd'hui, que ça devienne presque une obligation pour ces Français de plus de 55 ans. Moi, je suis pour le vaccin. Et le Parti communiste a toujours été clair, net et sans bavure sur le sujet. Nous sommes pro-vaccin, pro-science, pro-progrès, pro-vaccin. Et ceux qui répandent des propagandes contre le vaccin matin, midi et soir en instillant le doute ne rendent pas service
à la population française. Et donc, oui, il faut se faire vacciner. Et quand j'aurai la possibilité de me faire vacciner, je ne sais pas avec quel vaccin, je me ferai vacciner et je le ressentirai comme une forme de libération. Mais bien sûr qu'il faut se faire vacciner. Il ne s'agit pas de condamner tel ou tel qui ne veut pas le faire. Mais oui, je pense qu'il faut se faire vacciner et que nous sortirons de cette situation insupportable qui dure depuis un an que grâce au vaccin. Sur la stratégie française, il y a eu beaucoup de critiques envers le gouvernement. Quelle autre stratégie, selon vous, aurait permis d'avoir plus de vaccinés aujourd'hui? On est à 15 millions à peu près. Oui, on est à 15 millions, la Grande-Bretagne est à 46 millions et l'Allemagne est à 26 millions. On a quand même un certain nombre de questions à se poser. Alors, c'est vrai que les Allemands sont un peu plus nombreux que nous, mais enfin, pas dans cette proportion-là. Il y a une lenteur dans la vaccination qui est Et comment on aurait pu mieux faire? Je pense, il y a incontestablement un problème de logistique dans notre pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, y compris quand on a les doses, de les faire parvenir là où elles doivent aller. Donc on a un problème de logistique qui n'existe pas dans un certain nombre d'autres pays. Plus globalement, je considère qu'on aurait dû, pas seulement la France, mais c'est un combat mondial, lever les brevets sur les vaccins. Aujourd'hui, nous sommes totalement dans la main des industries des laboratoires. On va revenir sur le brevet. Juste avant, vous parliez de la logistique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème de logistique et il y avait des rendez-vous disponibles au Stade de France dans plein de laboratoires. Des Français pouvaient aller se faire vacciner. Pourquoi, selon vous, ces rendez-vous ne sont pas pris? Et c'était pas seulement de l'AstraZeneca. Aujourd'hui, au Stade de France, c'était avec du Pfizer. Pour ce qui est de l'AstraZeneca, il y a effectivement une forme de doute qui s'est installée depuis plusieurs semaines maintenant, avec un gouvernement qui a d'abord expliqué qu'on allait vacciner les jeunes avec l'AstraZeneca, puis ensuite il a expliqué qu'on le réservait aux plus âgés. Donc ce tâtonnement a quand même créé du doute. Et puis par ailleurs, on a sans doute un travail de conviction qui n'a pas été suffisamment réalisé sur l'utilité du vaccin. Vous savez, c'est quand même une chose extraordinaire d'avoir réussi en un an à avoir des vaccins. Enfin, c'est pas banal, c'est quand même c'est prodigieux. Et justement, vous souhaiteriez que tout le monde puisse en profiter. Oui. Une des solutions afin d'accélérer pour Fabien Roussel et le Parti communiste français, c'est la levée des brevets sur les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous donner une seule raison pour laquelle ça n'a toujours pas été fait aujourd'hui? Pas seulement pour Fabien Roussel et pour le Parti communiste, pour le pape aussi, qui a lancé un appel à lever les brevets sur les vaccins, et beaucoup de chefs d'État et d'anciens chefs d'État d'ailleurs. En Europe, personne n'a réclamé la levée des brevets. Non, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de chefs d'État qui le réclament, notamment en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes totalement prisonniers de l'industrie pharmaceutique. Vous avez vu que Pfizer, d'abord vendait la dose 12 €, ensuite 15 €, maintenant on nous parle de 19 €, puis une fois que l'épidémie aura reculé, on nous parle de 150 €. Donc il y a quand même un scandale, c'est-à-dire qu'au final, la sécurité sociale, donc l'argent des Français, va financer Pfizer à des hauteurs qui sont absolument monstrueuses. C'est en réalité un hold-up sur la sécurité sociale. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que si nous avions levé les brevets, nous aurions la possibilité de produire des vaccins de manière beaucoup plus massive. Et justement, est-ce que c'est si simple que ça, produire des vaccins à ARN messager? Vous parliez de l'Afrique. Est-ce que les pays africains ont la possibilité, et même la France, de produire des vaccins à ARN messager? Ce serait un aveu terrible de considérer que la France n'est pas capable de le faire. Nous avons quand même été un pays qui a été leader en matière d'industrie pharmaceutique. Non, la réalité, c'est que vous avez deux logiques qui s'opposent. Vous avez une logique qui est la logique de l'argent, et vous avez une deuxième logique qui est une logique de santé publique. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'État, un chef d'État qui est aligné sur les logiques de l'argent. Et donc, si on veut, à l'inverse, faire primer les logiques de santé publique, on devrait effectivement lever les brevets sur les vaccins, parce que ça n'est pas une affaire de propriété privée, c'est une affaire de vie, et nous ne vivons plus depuis un an. En attendant, il faut vacciner, donc tout en faisant attention aux nouveaux variants plus résistants. Hier, la Croix-Rouge s'est retirée de la zone d'attente de Roissy, dénonçant des mesures inexistantes pour les passagers arrivant d'Inde. Est-ce qu'il faut aujourd'hui suspendre totalement les vols vers et depuis l'Inde? Je trouverais ça normal, oui. Moi, je serais plutôt favorable, effectivement, à une forme Même pour les ressortissants français? Oui, à un moment donné, il y a des mesures de précaution qui doivent être prises, comme elles ont été prises d'ailleurs vis-à-vis du Brésil il y a quelques semaines. Oui, moi je trouve. Mais les ressortissants français pouvaient toujours revenir en France. Oui, alors dans ce cas-là, il faut prévoir une quarantaine, enfin isoler les personnes concernées. Mais enfin, en tout cas, qu'on limite au maximum les points de contact entre la France et l'Inde, ça me paraît une mesure de précaution qui n'est pas attentatoire aux libertés. Merci Yann Brossa.
20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. L'attentat de Rambouillet il y a une semaine a relancé le débat sur la sécurité en France et la fonctionnaire de police ayant été assassinée par un ressortissant tunisien, celui de l'immigration est aussi revenu dans les rangs de la droite. Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, assure lui que le lien ne doit pas être fait puisque 4/5 des auteurs d'attentats en France sont des ressortissants français. Alors y a-t-il un lien ou non et que faut-il faire pour renforcer la sécurité des Français et des forces de l'ordre? On vous pose la question, Yann Brossa, juste après un titre de Gwen Stefani, c'est Slow Clap sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h30 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste et adjoint à la maire de Paris, est avec nous dans 20h l'invité et ce jusqu'à 21h. N'hésitez pas toujours à nous envoyer vos questions sur Facebook ou Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Vous pouvez aussi vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Si vous avez raté par exemple le début de 20h l'invité, ça vous permettra de retrouver les principales idées, les principales déclarations de Yann Brossa sur notre Twitter Fréquence ESJ. Hier se tenait la cérémonie d'hommage à cette policière tuée dans le commissariat de Rambouillet vendredi dernier. L'auteur, radicalisé selon les premiers éléments de l'enquête, avait été régularisé en 2019, ce qui relance le débat autour de l'immigration et plus largement autour de l'insécurité en France, quelques jours seulement après une interview du chef de l'État où il promettait plus de bleus sur le terrain. Une chose est sûre, la sécurité sera l'un des thèmes forts de la prochaine présidentielle, Théo Grévin. L'insécurité, c'est justement le point de départ d'une tribune publiée par d'anciens militaires qui évoquent l'intervention de leurs camarades actifs pour mettre fin au laxisme. Yann Brossa, est-ce qu'il faut des sanctions pénales à l'encontre de ces militaires ? Il est quand même difficilement admissible que des militaires en appellent à l'insurrection, puisque en réalité, quand on lit cette tribune parue dans Valeurs Actuelles, elle se conclut par une forme d'appel à l'insurrection. Enfin, tout ça est présenté de manière un peu plus subtile. Selon vous, ils disent notamment il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Selon vous, il y a une menace de coup d'État militaire à travers cette tribune ? Ce serait excessif de dire qu'il y a une menace de coup d'État militaire aujourd'hui en France, mais enfin, en tout cas, les propos qui sont tenus dans cette tribune ne sont clairement pas acceptables de la part de gens qui ont exercé comme militaires dans notre pays. Donc, j'ai été, comme beaucoup, choqué par les propos qui sont tenus et par cette tendance quand même à appeler à l'insurrection, puisque c'est ça qu'on peut lire entre les lignes. On le disait, vendredi dernier, une policière a été tuée, une victime de plus du terrorisme islamiste. Depuis 2015 et les différents attentats qu'a connus la France, il n'y a plus cette union autour des morts du terrorisme. Est-ce que vous le regrettez, ça ? Je pense que l'union doit prévaloir dans des moments comme cela et que la concorde nationale devrait être de mise, effectivement, et qu'une forme de dignité devrait être respectée, comme ça avait d'ailleurs été le cas en 2015, au moment des attentats qui nous ont frappés. Donc oui, je pense que ça manque. Et je n'aime pas beaucoup les instrumentalisations politiques dans ces moments dramatiques. Il y a Marine Le Pen, mais il y a aussi toute la classe politique qui y va de son attaque depuis vendredi dernier. Oui, moi je n'ai pas envie de polémiquer, en l'occurrence, sur le sujet. Et je pense que ceux qui se lancent dans des polémiques dans ces moments-là ne réconcilient pas les Français avec la politique. Et qu'il y a des moments où la politique, en tout cas la politique dans son aspect politicien, doit être mise entre parenthèses. Justement, depuis vendredi, deux visions s'opposent, celle de la droite et de l'extrême droite, qui consiste à dire clairement il y a un lien de causalité entre l'immigration et le terrorisme. De l'autre, le PS et LREM qui refusent de croire en cette hypothèse. Sur quelle ligne se situe le PCF ? Moi, je n'admets pas qu'on puisse voir dans chaque étranger qui vit sur notre territoire un terroriste en puissance. Et je trouve que dire cela, c'est travestir totalement la réalité. Ils ne font pas des généralités. De fait, oui. Dire qu'il y a un lien entre l'immigration et le terrorisme, c'est considérer qu'il y a un rapport de cause à conséquence entre les deux. Or, je n'oublie pas, par exemple, qu'au moment des attentats de l'Hyper Cacher, celui qui a permis que les otages soient sauvés, Lassana Bathily, était un étranger qui, au départ, est venu sur le territoire français sans papier et a été régularisé à l'issue d'un combat mené par le réseau Éducation sans frontières. Donc, j'aimerais quand même que dans ces moments-là, on n'utilise pas le contexte pour instiller des idées qu'on avait déjà avant. Parce que la réalité, c'est que l'extrême droite et une partie de la droite nous resservent la soupe, qu'en réalité,
ils ont toujours défendu, indépendamment des attentats qui ont eu lieu. Ils entendent reprendre le contrôle de la politique migratoire. Selon vous, il n'y a pas besoin de reprendre le contrôle, c'est déjà acquis ? Donc, vous savez, toutes les études montrent que quelles que soient les politiques migratoires menées, le nombre de Français qui arrivent sur notre territoire chaque année est le même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des politiques très restrictives ou des politiques très laxistes. Le nombre de gens qui arrivent est exactement le même. Il y a un livre de François Gemène, qui est un spécialiste du sujet, qui l'explique très clairement. La seule chose qui change, ce sont les conditions dans lesquelles on les accueille. Eh bien moi, je pense que notre rôle de responsable politique, c'est bien sûr de contrôler les flux migratoires. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières n'importe comment. D'ailleurs, la majorité des étrangers qui arrivent chaque année sont des étudiants. On l'oublie trop souvent. La première source d'immigration, c'est l'immigration étudiante. Je pense que notre rôle, c'est d'organiser les choses une fois qu'ils sont sur le territoire français. De les organiser, d'accueillir dignement et d'intégrer pour en faire des Français. Parce que les étrangers qui viennent sur notre territoire, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs, et notamment celui de respecter les valeurs qui sont celles de la République française. Mais est-ce que vous n'avez pas un avis qui est différent de celui des Français ? Il y a eu un sondage du JDD. La sécurité et la lutte contre le terrorisme apparaît en 4e position. C'est devant, par exemple, les thèmes prioritaires de, par exemple, la lutte contre le chômage ou la précarité. Est-ce que le PCF n'a pas un avis différent de celui des Français ? Je n'ai jamais dit que la sécurité n'était pas un sujet absolument majeur. La sécurité est un sujet fondamental. Je suis élu du 18e arrondissement. L'arrondissement de la Goutte d'Or, de la Porte de la Chapelle, et pas seulement du Sacré-Cœur. On a des problèmes d'insécurité, une insécurité du quotidien qui pourrit la vie de tas d'habitants. C'est moi qui ai mis en place d'ailleurs un système à Paris qui fait que lorsqu'un locataire HLM fait des choses qu'il ne devrait pas faire et est à l'origine d'incivilité, il puisse être soumis à amende. Et donc je pense bien sûr qu'on a besoin de lutter contre l'insécurité. Sauf qu'on a un gouvernement qui nous a promis 10 000 postes de policiers et qui en réalité en a supprimé 1000. Il y en aura 10 000 d'ici la fin du quinquennat normalement. Le ministre de l'Intérieur présentera aussi demain un projet de loi pour renforcer les moyens des services de renseignement. Est-ce que là vous craignez une certaine forme d'atteinte aux libertés ? Pas du tout. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait plus de postes de policiers, à ce qu'on ait des policiers qui garantissent la tranquillité des habitants, notamment ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Le Parti communiste propose d'ailleurs un service public de la police avec 30 000 postes supplémentaires. Nous considérons qu'il faut créer 30 000 postes de policiers de proximité pour garantir la sécurité des habitants. Et pour le reste, je suis favorable à ce que le renseignement puisse travailler pour effectivement détecter des comportements qui peuvent conduire à du terrorisme, comme on l'a vu encore récemment. Merci Yann Brossa, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. On est en direct sur Fréquence ESJ, mais on sera aussi bientôt en replay sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google et Apple Podcast. Toutes les émissions de 20h l'invité, ils sont disponibles, tout comme les chroniques de storytelling sur un ton un peu plus léger. Donc sur la musique, l'histoire ou encore des ventes improbables que vous retrouverez demain soir. Mais retour à la politique. À 1 an du premier tour de la présidentielle, il reste peu de temps aux différentes formations de gauche pour s'unir dans l'optique d'éviter un second tour Macron-Le Pen. Yann Brossa, vous êtes doublement concerné par cet enjeu. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français qui a déjà investi Fabien Roussel comme candidat. Mais vous êtes aussi adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, figure de la gauche modérée et candidate crédible. On se penche donc sur le casse-tête qu'est l'union des gauches avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blanchis, bonsoir. Yann Brossa, bonsoir. Vous avez déclaré que si la gauche était à la ramasse et très basse dans les sondages, ce n'est pas à cause des multiples candidatures, mais à cause du fond. Il n'y a donc pas besoin d'une union des gauches ? En tout cas, il y a d'abord besoin que la gauche se demande pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là. Aujourd'hui, la gauche, tout mouillé, c'est un électeur sur 4. Et encore, les électeurs qui votent. Et le problème de la gauche, à mon sens, c'est qu'elle s'est trop éloignée ces dernières années des préoccupations des catégories populaires. Mais donc si on vous écoute, dans cette citation, vous considérez que la division des gauches, ça ne pose aucun souci si on veut accéder à l'Élysée ? Moi, je vous le dis, mon candidat, c'est Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste et qui est député du Nord. Et je soutiendrai Fabien Roussel parce que je considère que c'est le candidat qui peut remettre la question sociale au cœur du débat. Or, on a aujourd'hui une gauche qui s'empêtre depuis des mois dans des débats qui n'intéressent personne. Vous croyez qu'il y a un ouvrier qui s'intéresse à la question des réunions non mixtes ? Aucun. Donc, que la gauche fasse son travail, qu'elle
bosse sur la question sociale, qu'on porte des revendications sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, bref. À propos de la candidature, Yann Brossard, à propos de la candidature de Fabien Roussel, il a 1% à peu près dans les derniers sondages. Il vient de se retirer dans la course, en tout cas en tant que tête de liste dans les régionales dans le Nord, derrière Karim Adeli. Comment est-ce qu'on peut le considérer crédible comme un potentiel candidat au second tour des présidentielles? Mais vous savez, quand on regarde les sondages un an avant, ils ne se vérifient jamais dans les faits. Et par ailleurs, dans un an, il peut prendre 25 points dans les sondages. Je ne dis pas ça. Je dis que Fabien Roussel est un excellent candidat et qu'il portera des choses dans le cadre de cette campagne qui seront entendues. Et donc moi je soutiens à 100% la candidature de Fabien Roussel parce que j'en ai ras-le-bol que dans un pays qui compte 10 millions de pauvres, on débat des réunions non mixtes. Moi je veux qu'on parle des 10 millions de pauvres, du travail, de l'emploi, du pouvoir d'achat, des services publics qui sont aujourd'hui clochardisés. Ces sujets-là, c'est Fabien Roussel qui en parle. Lors des 2 dernières élections présidentielles, vous aviez fait confiance à Jean-Luc Mélenchon pour porter cette voix. Pourquoi c'est différent cette année ? Parce que c'est différent cette année. Mais pourquoi il y a eu cette scission? Pourquoi ne plus décider de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon? Il a été candidat 2 fois. Bon. Il a fait un très bon score en 2017. Oui, il pourrait l'avancer en se targuant d'être le candidat de l'Union des gauches. Il n'a pas gagné. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, le PCF non plus. Et par ailleurs, forcément, c'est mis derrière lui. Par ailleurs, le Parti communiste, j'en suis convaincu, a des propositions originales à porter. Et il y a par ailleurs, je crois, soif chez les électeurs de gauche de nouveautés. Fabien Roussel est un candidat nouveau qu'on n'a pas vu lors des élections précédentes et vous verrez qu'il fera une magnifique campagne. C'est par ailleurs Est-ce que ce qui vous fait peur au Parti communiste, c'est de savoir que selon les sondages, vous venez de dire que vous n'y prêtez pas trop attention, mais que si on a un duel par exemple Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ce sera Marine Le Pen qui sera élue à peu près 60%. C'est ça aussi qui vous a décidé à ne pas suivre Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci ? De toute façon, ces sondages n'ont aucune valeur, puisque selon tous ces sondages, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne serait pas au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc, ce second tour simulé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon est en réalité totalement déconnecté de ce que ces mêmes sondages prouvent pour ce qui est des résultats du projet. Aujourd'hui, vous excluez toute union des gauches. Vous êtes seulement derrière Fabien Roussel. Vous ne soutiendrez vraiment aucun autre candidat de gauche. Je soutiens le candidat de ma formation politique. Mais vous savez, en 1981, lorsque François Mitterrand a été élu, Georges Marchais a été candidat. Il a fait 15% au premier tour de l'élection présidentielle. Ça n'a pas empêché François Mitterrand de gagner. Pour vous, la gauche est assez en forme, comme en 1980, pour avoir ce genre de résultat? Pas du tout. Pour moi, la gauche n'est pas en forme parce qu'elle ne parle pas des problèmes des gens. Et le rôle de Fabien Roussel dans cette campagne, c'est de remettre les problèmes des gens au cœur du débat politique. Il y a une personnalité de gauche que vous connaissez bien, qui pourrait peut-être l'emporter, c'est Anne Hidalgo. C'est la maire de Paris avec qui vous travaillez étroitement. Vous ne soutiendrez donc pas Anne Hidalgo, votre maire, si elle se présentait? Vous savez, moi je travaille avec Anne Hidalgo dans un climat de grande confiance depuis 2014 et même avant, puisque en 2008 j'ai été élu pour la première fois et elle était première adjointe de Bertrand Delanoë. Nous avons toujours eu dans les élections nationales des options qui étaient différentes, toujours. Et ça n'a jamais posé de problème entre nous pour gérer Paris ensemble. Donc j'assume ça de manière très tranquille. Je ne sais pas d'ailleurs si Anne Hidalgo sera au final candidate. Vous le souhaitez ? Si par exemple Fabien Roussel venait à se retirer, vous souhaiteriez que ce soit Anne Hidalgo? Fabien Roussel ne se retirera pas. Et par ailleurs, je serais toujours très heureux de continuer à travailler avec Anne Hidalgo. La réalité, c'est qu'il est plus facile, il faut aussi dire la vérité, il est plus facile de construire des alliances à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, parce qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Sur l'Union européenne, par exemple, je n'ai pas la même appréciation que les socialistes, qui ont défendu tous les traités européens depuis que l'Union européenne existe. Le Parti communiste n'a jamais défendu ces traités-là. Donc il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire aux électeurs. Yann Brossard, si la gauche ne parvenait pas à aller au second tour, qu'on est à nouveau face à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce que vous feriez le choix de faire barrage à Emmanuel Macron, comme l'ont dit certains électeurs de gauche dans Libération il y a quelques semaines? Le Parti communiste a toujours fait des choix très clairs sur ce sujet et nous avons toujours pris nos responsabilités pour faire battre l'extrême droite. Il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment cette fois-ci, si jamais nous en arrivions à un deuxième tour tel que vous le décrivez. Merci Yann Brossard. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans
moins de 3 minutes, on s'attarde sur l'affaire Sarah Halimi qui a fait l'actualité ces derniers jours. Et puis sur un sujet qui vous concerne plus directement, Yann Brossa, en tant qu'adjoint au logement à la mairie de Paris. Les logements sociaux, justement. On voit ça juste après Selfish des Jonas Brothers sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h47, dernière ligne droite avec vous Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris et porte-parole du Parti communiste. Et 20h l'invité est aussi filmé. La vidéo de cette émission sera donc disponible sur notre chaîne YouTube comme chaque semaine. Vous y retrouverez tous les 20h l'invité avec par exemple Hugo Bernalicis, député La France Insoumise, ou Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris, Les Républicains. Pour cette dernière partie d'émission, on prend le temps de s'intéresser à plusieurs sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours ou qui vous concernent directement, Yann Brossa, en tant qu'adjoint à la mairie de Paris. Pour commencer, on se penche sur l'affaire Halimi qui a rassemblé de nombreux manifestants contre l'antisémitisme ce week-end. En cause, la décision de la Cour de cassation. Elle a déclaré l'irresponsabilité pénale pour le meurtrier de Sarah Halimi pour cause de bouffées délirantes. Bastien Cochet. Yann Brossa, est-ce que vous pensez que le tueur, Kobili Traoré, aurait dû être jugé responsable ? C'est difficile à dire, je ne suis pas juge et je n'ai pas envie d'entrer dans une espèce de stigmatisation de la justice. Ça n'est pas rendre service à notre démocratie que de le faire. Cela dit, je dois avouer que le jugement m'a paru un peu curieux. Pour vous, lorsque on prend de la drogue à outrance, est-ce qu'on est responsable ou pas de cette prise de drogue qui emmènerait à des bouffées délirantes ? Ce qui, à mon sens, est contradictoire dans le jugement, c'est que d'une part, il est dit explicitement qu'il s'agit d'un acte à caractère antisémite et que dans le même temps, on dise que la personne n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Et donc tout ça me paraît quand même un peu étrange. Et par ailleurs, on voit bien que ce jugement choque beaucoup de monde. Et je me mets évidemment à la place de la famille. J'ai lu l'interview du fils de Sarah Halimi. Je comprends parfaitement que ce jugement laisse un goût d'inachevé et qu'il ne permette pas de faire justice. Est-ce que pour vous, il devrait y avoir un autre procès en Israël comme le réclame le député UDI Meir Habib ? Est-ce qu'il faudrait se débarrasser de l'affaire pour l'envoyer en Israël En réalité, je ne le sais pas. Sarah Halimi vivait en France, donc tout ça me paraît quand même un peu compliqué. Ça n'aurait pas de sens, mais sur la question, parce qu'on le rappelle, c'est suite à une forte consommation de cannabis qu'il y a eu ces bouffées délirantes. Est-ce que ça remet en question pour vous une possible légalisation du cannabis ? Non, mais je n'en sais rien, parce que le raisonnement pourrait être exactement le même si quelqu'un était en situation d'ivresse après avoir avalé une bouteille de vodka. Donc pour vous, ça ne change absolument rien au débat ? Je ne vois pas bien le rapport. En revanche, le fait d'estimer irresponsable quelqu'un sous prétexte, enfin avec pour raison avancée, qu'il ait consommé de la drogue, la question peut se poser. Pour vous, et je ne suis pas fermé à une modification législative sur le sujet. Je crois que le garde des Sceaux doit y travailler. Je ne suis pas fermé à cette idée-là. J'attends de voir le texte qui sera présenté, mais en tout cas, la question mérite d'être posée au vu de l'émotion créée par ce jugement. Anne Hidalgo a affirmé sous les huées lors d'un rassemblement dimanche qu'une rue portera le nom de Sarah Halimi à Paris et a demandé la création d'une nouvelle loi portant le nom de la victime qui vise à combler ce vide juridique de la situation. Est-ce que vous soutiendrez cette loi ? Cette loi, j'attends d'abord de voir à quoi elle ressemble, et je vous le redis, je n'y suis pas fermé. Et par ailleurs, qu'une rue porte le nom de Sarah Halimi me paraît tout à fait justifié. Autre sujet dans l'actualité qui vous concerne directement, c'est le déploiement des logements sociaux à Paris. En tant qu'adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement, vous avez mis en vente il y a quelques jours 23 logements à 5 000 € le mètre carré, alors qu'on est à 11 000 € en moyenne dans la capitale. Est-ce que c'est assez pour faire revenir les classes moyennes dans la capitale et rendre la ville plus attractive ? Est-ce que 23 logements, c'est assez ? Non. Vous en prévoyez 1000, oui. 1000 en 2022, plus 6000 jusqu'en 2026. Oui, mais où est-ce qu'on les construit, ces logements ? Mais croyez-moi, je ne manque pas d'imagination et je trouverai bien les moyens de le faire. Notamment, vous savez, en transformant des immeubles de bureaux en logements. On est dans une période de crise économique, beaucoup d'immeubles de bureaux vont se vider. Il y a par ailleurs un développement important du télétravail et donc la transformation d'immeubles de bureaux en logements est une réelle opportunité dans une ville comme Paris. Pour l'instant, dans les projets, c'est surtout le 14e arrondissement, le 13e, le 18e et le 20e qui sont pris, des arrondissements déjà parmi les plus populaires. Alors, est-ce que ça ne va finalement rien changer dans les quartiers les plus bourgeois ? D'abord, le quartier du 14e arrondissement dans lequel ces logements sont construits, c'est Saint-Vincent-de-Paul, qui n'est pas tout à fait un quartier populaire, on est à Denfert-Rochereau. Et par ailleurs, moi je serais très heureux
de faire du logement à 5 000 € le mètre carré partout dans Paris. Je suis en train d'y travailler et je suis persuadé qu'on y arrivera. J'ai quelques idées en la matière et je suis assez confiant dans ce que nous sommes capables de faire. Ce qui est sûr, c'est on verra donc où est-ce que vous trouvez ces nouveaux logements. Il y a le plafond de ressources estimé pour ces logements-là. On est à 4 900 vous voulez 5 500 € pour un couple de 2 enfants. Le plafond, c'est déjà quand même très aisé par rapport à la moyenne des revenus en France. C'est bien la raison pour laquelle c'est un plafond et pas un plancher. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le maximum qu'on autorise. Mais en revanche, des familles qui gagnent moins, et même beaucoup moins, sont tout à fait éligibles à ces logements. Ça, c'est pour permettre aux classes moyennes de revenir dans la capitale, mais il y a aussi dans la capitale qui compte beaucoup de logements sociaux, un peu plus de 23% à l'heure actuelle. L'objectif, c'est d'arriver à 25% en 2025 et 30% en 2030. Quel est votre objectif idéal, finalement? Est-ce que vous rêvez d'un Paris à 50% de logements sociaux? Non, je rêve d'un Paris qui d'abord respecte la loi, 25% de logements sociaux en 2025. Notre honneur, c'est de respecter la loi. Mais aller encore plus loin ensuite. Contrairement à d'autres villes qui préfèrent ne pas la respecter, qui préfèrent parfois payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Et puis par ailleurs, mon objectif, c'est 30% à horizon 2030, en veillant effectivement à un juste équilibre entre les quartiers et à faire en sorte que les arrondissements qui en comptent trop peu en comptent davantage. Est-ce qu'avec le coût de la vie qui est toujours très cher à Paris, est-ce que c'est pas finalement un piège pour ces populations modestes qui viennent à Paris et qui doivent se soutenir tous ces prix qui sont plus élevés que partout ailleurs en France? Oui, mais enfin, on a besoin, dans Paris, de loger les infirmières, les caissières, les policiers, les enseignants, autant de catégories qui n'arrivent pas à se loger dans le parc privé. Donc si vous n'avez pas de logement pour elles, vous les obligez à faire 1 heure aller, 1 heure retour pour se rendre sur leur lieu de travail. On ne peut pas avoir applaudi toutes ces catégories de population qui étaient en première ou en seconde ligne pendant le confinement et dans le même temps ne pas leur permettre de vivre dans la ville où elles travaillent. Merci Yann Brossa, merci Bastien Cochet. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. C'est l'heure maintenant de la question auditeur. On a récupéré toutes vos questions que vous nous avez envoyées tout au long de l'émission. Yann Brossa, on a sélectionné celle de Bruno qui nous a envoyé un message sur Facebook. Il habite visiblement à Paris et il vous demande comment avez-vous pu dégrader ainsi Paris, #SaccageParis. Donc c'est le hashtag qui a été lancé il y a quelques semaines pour dénoncer la saleté à Paris. Mais qu'il y ait des gens qui signalent des problèmes en matière de propreté, je le comprends aisément. Simplement, ce que je constate, c'est que Madame Dati avait fait toute sa campagne sur le sujet il y a 1 an, qu'elle a été battue et que nous avons été élus. Mais comment vous expliquez aujourd'hui que toutes ces photos, ces centaines de photos qui ont été mises sur les réseaux sociaux, où on voit des rues à Paris remplies de déchets, des bâtiments dégradés, des murs tagués, comment vous l'expliquez ? Je comprends qu'il y ait des gens qui nous disent que la situation de la propreté doit s'améliorer. Je veux juste leur dire une chose, ça n'est ni Anne Hidalgo ni ses adjoints qui salissent Paris. Ce sont des Parisiens qui salissent Paris. Et qu'à un moment donné, si des rues sont sales, c'est qu'elles sont salies. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça dans ce cas-là ? Il faudrait que les amendes soient plus importantes. Il faut aussi bien sûr nettoyer. C'est le rôle des agents de la propreté qui font un travail très difficile. Et d'ailleurs, si tous les gens qui stigmatisent ces agents de la propreté faisaient le même boulot, on n'en serait pas là. Donc à un moment donné, j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun. Si on veut que Paris soit propre, il faut le laisser propre. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine avec Raphaël Bardena. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Manon, bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. Ce jeudi, les cheminots de la SNCF se rassemblent devant le ministère des Transports et devant le siège de la SNCF. À l'appel des syndicats, les cheminots protestent contre l'ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence. Une situation qui obligerait la SNCF à se réformer pour ne pas être avantagée par rapport à ses concurrents. Cette réforme mettrait ainsi fin au recrutement au statut actuel des cheminots. Yann Brossa, est-ce que la SNCF doit garder le monopole sur le réseau ferroviaire français aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les pays qui ont fait ça et qui ont tout livré à la concurrence, comme la Grande-Bretagne, s'en mordent aujourd'hui les doigts. Et il y a d'ailleurs une grande majorité des Britanniques qui aujourd'hui réclament la nationalisation du chemin de fer. Donc moi, je ne suis pas favorable à cette logique de mise en concurrence. Mais aujourd'hui, ouvrir le réseau à la concurrence, ça ne permettrait pas des prix plus abordables pour les Français notamment ? Vous avez l'impression de payer moins cher votre électricité, vous ? Pas forcément. Mais ça vous répondait pas à ma question. Bah si, je vous réponds. On paye plus cher depuis qu'on a mis en concurrence. Et donc la réalité, c'est que la mise en concurrence ne fait pas baisser les prix. Elle les fait augmenter.
Vendredi sera la date limite pour que les États membres de l'Union européenne présentent leur plan de relance économique auprès de la Commission européenne. Voté le 21 juillet dernier, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros doit aider les États membres à se relever conjointement des dégâts économiques causés par la crise sanitaire. Pour être appliqué, les États membres doivent respecter des conditions dans leur plan de relance national qu'ils présentent vendredi. Par exemple, 37% des dépenses engagées par les États doivent être allouées aux objectifs environnementaux européens. Yann Brossa, est-ce que la France doit accepter toutes ces conditions ? Mais qu'il y ait des objectifs environnementaux, je trouve ça très bien, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'ampleur de la relance. Quand vous voyez le plan de relance qui a été mis en place aux États-Unis par Joe Biden, et qui n'est pourtant pas un communiste, ni même d'ailleurs un homme de gauche, c'est 2000 milliards d'euros, donc 400 millions d'euros qui sont dédiés à l'augmentation du pouvoir d'achat des familles les plus modestes. Donc aujourd'hui, 750 milliards, c'est pas assez selon vous ? C'est pas assez. Bien sûr que c'est pas assez. Quand vous voyez le niveau d'engagement aux États-Unis et que vous le comparez à celui de l'Union européenne, le décalage paraît effectivement monstrueux. Pour finir, ce samedi, la métropole de Lyon commence l'expérimentation d'un RSA jeune. Ce revenu de solidarité jeune sera compris entre 300 et 400 euros. Différents critères sont à respecter pour profiter de cette aide. Les jeunes entre 18 et 24 ans doivent être sortis du système scolaire et en situation de précarité avec un revenu inférieur à 400 euros. Ce RSA jeune doit permettre à ces jeunes de revenir à l'emploi. Yann Brossard, j'imagine que vous êtes pour cette aide ? Je suis plutôt favorable à cette aide. Parce que la jeunesse traverse une période qui est extrêmement compliquée. En revanche, ma vision de la société, ça n'est pas de commencer sa vie en touchant le RSA. Donc qu'on le fasse de manière ponctuelle face à la crise que nous traversons, oui. Qu'on en fasse un instrument durable, non. Moi, ma vision des choses, c'est les études et le travail. Et je pense que si ces jeunes sont sortis justement du système scolaire, on peut pas les aider avec ça ? Je comprends bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis que dans le moment compliqué où nous sommes, je comprends qu'on prenne cette mesure. Mais ma vision des choses, c'est que la France devrait être le pays qui a la jeunesse la mieux formée du monde et qui derrière soit insérée dans l'emploi. Ce qui confère une dignité à un individu, c'est le travail. Et je considère que ça doit rester le travail. Merci Yann Brossa, merci Raphaël Bardena. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà fini pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Yann Brossa d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, ainsi que vous êtes également porte-parole du Parti communiste. Demain, toujours de 20h à 21h, c'est Storytelling sur Fréquence ESJ, votre émission culture et divertissement présentée par Bastien Cochet. N'hésitez pas à nous suivre, pour suivre toute l'actualité de Fréquence ESJ, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. On se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité avec un nouvel invité. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.